Les villes du Cameroun ont pour slogan depuis quelques temps déjà crime et violence. Que se passe-t-il dans nos grandes villes? Il ne se passe plus un seul jour sans qu'on ne parle de meurtres, d'assassinats, d'insécurité et autres violences de toute nature. C'est l'objet du débat de ce soir sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver. Nous sommes en direct sur la page YouTube grâce à Flaubert qui est de l'autre côté, mais également sur l'application de Play. Le panel, vous l'avez déjà vu sur nos pages Facebook. On commence par professeur Maurice Somo. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir Lille. Chaque fois que vous m'invitez sur votre plateau, je passe d'abord voir mon coiffeur. Ah, d'accord. Il va bien, le coiffeur? Oui, je vais voir Vincent le coiffeur, et je dis, il ne faut pas que j'aille là-bas, je baisse le charisme de Lille. Il faut que je sois au niveau. Alors, mais il m'a surpris. Il m'a surpris aujourd'hui en me disant, est-ce que tu peux porter ce message pour cette dame? D'accord, allez-y. Le message, c'est quoi? Dire à cette dame que elle est la seule de tous les journalistes qui font des émissions de débat qui nous sort de la platitude des débats politiques pour poser des problématiques sociales. Et dites-lui que chaque fois, même si j'ai 10 têtes à coiffer, j'arrête d'abord, je l'écoute, je la regarde avant de continuer de coiffer. Merci donc, nous allons beaucoup. dire donc bonsoir à Vincent. Merci beaucoup, qui est Vincent. là et qui actuellement nous suit, comme d'habitude. Vous savez que c'est pas facile, mais on tient, on fait ce qu'on peut. Et c'est avec des messages comme ça qu'on se dit ça dépasse de l'argent. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychosociologue de l'éducation et des organisations. Tout à fait. Merci à vous d'être venu. Honorable Maralice Doualabel, sociologue, femme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment vous allez? Très bien, très bien. Et je voudrais qu'à l'entame de nos échanges, effectivement, il soit retenu que les sujets dont nous débattons ne sont pas forcément liés à nos chapelles politiques. Ce sont des sujets suffisamment transversaux qui concernent les parents que nous sommes, la société que nous constituons, évidemment, interpelle les dirigeants qui prennent soin de nous et qui assurent la sécurité des populations. Mais en nous écoutant, je souhaiterais que les gens prennent plutôt l'angle, j'allais dire, scientifique. D'accord. Scientifique parce qu'il s'agit quelque part de cela. Mais il y a aussi mes petits-enfants qui m'ont demandé de te dire bonsoir. Ah, la petite dame métisse. Petite dame métisse. Donc, il y a Manga, il y a Ngome, il y a Lizounette, qui s'appelle Dimodi. Et puis, il y a Sandro et il y a Max Paco. Les autres sont en France, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais ceux-là au moins, ils vous connaissent. Et merci à la petite famille qui nous regarde de ce côté-là. C'est ma deuxième famille à moi. C'est toujours un plaisir d'avoir vos salutations. Elle également, c'est l'honorable Odile Ngomarop Noué. C'est la deuxième fois qu'elle nous rend visite sur le plateau du débrief de l'actualité. Merci de votre disponibilité, députée suppléante du PCRN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir au panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir à la Sanaga Maritime. Très honoré d'être ici ce soir. Et la thématique est assez intéressante et ça nous interpelle. La société est malade. Quand on parle de crime, on parle déjà de maladie sociale. Donc, ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais m'échanger avec tout le monde ce soir. Merci déjà. Votre cri de cœur de la dernière fois s'est passé, parce qu'on a vu après vous une descente des autorités à Massoc après Sepon. Oui, effectivement, il y a eu tout un arsenal et ça continue d'ailleurs et nous remercions tous ceux qui nous ont écoutés et surtout les populations qui ont été victimes de ces inondations, près de 12 ponts, 14 même, qui ont été emportés par les eaux. Et il y a vraiment de la mobilisation de ce côté. On continue à interpeller les uns et les autres à s'y mettre. D'accord. Pour sortir la Sanaga maritime de l'enclavement. Parce que c'est une zone assez enclavée à Lille. D'accord. On va saluer la participation du ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibé, qui a offert près de 15 millions de francs CFA pour des travaux, en attendant que les autres se mobilisent pour voir exactement ce qui se passe de ce côté-là. Pour la thématique centrale du débrief de l'actualité, que se passe-t-il dans nos grandes villes aujourd'hui? Je commence par vous, professeur Maurice Somo. Ces dernières semaines, il n'y a pas quelques jours, on enregistrait déjà
a des assassinats matricides, des jeunes complètement assassinés, découpés puis mis dans un sac. Que se passe-t-il dans notre pays? Il ne se passe rien. Comment ça? Tout est dans l'ordre normal et logique des choses. Simplement que chaque fois, des assassinats vont faire partie de la vie, des sociétés. Vous voyez? Bon, tant que des gens ont décidé de se mettre ensemble en société, forcément, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des rancunes, il va y avoir des actes de violence. Le Cameroun a l'image de ce que la société mondiale est actuellement. Il ne faut pas penser que les assassinats qu'on enregistre au Cameroun, il n'y en a pas ailleurs. Il y en a partout au monde. Le problème, c'est faut voir, est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas? Et c'est ça qui m'a beaucoup plus intéressé dans la thématique, dans vos thématiques, c'est recherche des solutions. Parce que chaque société, chaque pays, si vous voulez, essaie de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui sont les siens. Quels sont les problèmes que nous, Camerounais, nous avons qui font qu'aujourd'hui, on enregistre un nombre impressionnant d'assassinats, de violences sur toutes les formes. J'ai toujours dit, et je le redis, je crois que je parle sous le contrôle de ma collègue en face, qui sait que dans les humanités, les faits sociaux doivent être pris individuellement pour être compris. L'erreur qu'il y a à faire, c'est de vouloir tout mettre ensemble dans un package et dire voici les problèmes qui se posent pour tout le monde. Chaque fois qu'il y a un assassinat quelque part, la première chose, c'est qu'il faut mener une enquête, voir les circonstances qui ont amené cela, et puis on se rendra très rapidement compte que ce qui a provoqué un meurtre ou un assassinat à tel endroit n'est pas forcément le même cas. Ici, c'est matricide, là-bas, c'est patricide, là-bas, c'est génocide, avec tous les ides que vous voulez, mais c'est jamais la même chose. Partout et au même moment. Et pour revenir à ce qui peut être un projet, j'ai dit comprendre et résoudre le problème des violences, parce qu'il s'agit de violences en réalité, des violences dans notre pays, revient simplement à chercher forcément les causes. Tant que vous n'avez pas identifié les causes, vous ne pouvez pas poser un diagnostic approprié et vous ne pouvez pas envisager si vous voulez, des solutions appropriées. Chaque jour, nous avons l'impression que malgré les dénonciations qui sont faites, les gens s'écrient, s'étonnent, pleurent, les violences continuent toujours. Des décisions sont prises, mais si elles continuent, ça veut dire que jusqu'à ce jour, les causes réelles des violences ne sont pas identifiées. D'accord. Dernièrement, il y avait le phénomène des microbes. Un phénomène qui va et qui revient, qui va et qui revient, qui va et qui revient. Si on n'a pas endigué le phénomène, ça veut dire qu'on n'a pas identifié forcément et convenablement les causes, et puis forcément on n'a pas trouvé la thérapie nécessaire pour s'en sortir. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Odile, vous avez un jeune garçon sous l'effet de la drogue qui prend sur lui d'assassiner sa maman et appeler la gendarmerie. On a eu des cas comme ça ces dernières semaines. Et on se demande qu'est-ce qui se passe véritablement dans la tête de nos jeunes enfants, de l'enfant qu'on est censé appeler le fer de lance de la nation. C'est effectivement le fer de lance de la nation, Madame Lille. Ça ne va pas changer. Sauf que nous sommes dans une société où les enfants sont malades. Et il y a des maladies physiques que nous connaissons naturellement. Parmi les maladies physiques, en dehors des maladies comme le palu et autres, il y a des maladies dues à la pauvreté, au chômage, des maladies dues à l'insécurité, au manque d'encadrement de la jeunesse. Donc les jeunes sont malades. Les jeunes sont malades de façon psychologique. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, il y a les troubles du comportement même d'ailleurs. Il y a tout cela, les prises de drogue, etc. Ça traduit d'une société qui est malade. Bon, les enfants sont malades. Et nous sommes ici peut-être certainement ce soir pour essayer de voir quelles sont les solutions. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Si ailleurs les gens essayent d'améliorer leur société, je ne sais pas chez nous qu'on va laisser les enfants tuer leur maman, les élèves tuer leurs enseignants. Donc je pense que nous sommes face à une société qui a besoin de thérapie. Et la première thérapie commence par l'école. Je ne peux pas parler de thérapie sans revenir à l'école. Parce que tout commence à l'école. Les groupes de microbes se forment à l'école.
Nous avons déploré plusieurs fois le fait que les surveillants généraux des lycées et collèges ne sont pas toujours compétents pour faire ce travail. Sur d'autres plateaux, j'avais... Ceux qu'on a retrouvés là, les microbes là, ils ne sont pas dans les écoles, ils ne sont pas scolarisés. Ils commencent là-bas. Hein. Ils ne sont pas scolarisés. Tout commence là-bas. Les grands groupes de drogue, tramol et ça naît là-bas. C'est parce que là-bas, l'école, c'est un lieu de regroupement où les enfants peuvent se communiquer. Quand ils sortent de l'école, ils sont déjà en groupe, ils sont déjà en bande, ils peuvent déjà communiquer facilement. Donc, nous pensons que la société est malade et ça commence par l'école. L'école a un grand rôle à jouer dans la lutte contre la délinquance juvénile, dans les structures d'encadrement des élèves. Ça commence par là-bas. Si nous réussissons à maîtriser nos enfants qui entrent dans le lycée à 11 ans et qui sortent à 18 ans étant des personnes saines, on va réduire ce phénomène. Donc moi, je pense que le combat commence par la délinquance. On reviendra sur les propositions dans le lycée. Donc, moi, je continue de le dire, les enfants, la pauvreté et tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi parce que la formation n'est pas toujours adaptée. Et quand bien même la formation est adaptée, l'encadrement social ne sied pas tellement pour que les jeunes se sentent dans un confort qui permette qu'ils soient des adultes pleins, parce qu'ils ont beaucoup de ce manque d'encadrement, ce manque de je voudrais dire, pour les cas qu'on a eu, Marlise, ce sont des enfants qui sont dans des familles bien structurées. Des enfants qui sont entourés de papa, de maman. Vous avez des parents qui vous disent que j'ai donné tout le nécessaire, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous avez une jeune fille qu'on a découpée, on a mis dans un sac à borne 10. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Vous avez un enfant qui est avec sa maman, mais qui décide pour une histoire de drogue, de découper, de doter la vie à sa propre maman. À ce moment-là, les responsabilités, ça vient d'où? Est-ce qu'on doit accuser l'école, forcément? Oui, vraiment. Vous savez, un des reproches qui m'est fait est que je me mêle de beaucoup trop de choses. J'interviens sur tous les champs, je veux absolument dire quelque chose sur tel ou tel sujet, mais il y a trop de gens qui se taisent. Il y a beaucoup de gens qui se taisent. Il y a beaucoup d'élus qui se taisent. Mais un homme politique adresse les problèmes de sa société, de ses communautés. Vous ne pouvez pas rester dans le confort de votre maison pendant que tout autour de vous, il se passe des choses graves. Et le gouverneur de la région, comme le préfet du département, le sous-préfet de Douala 1er, l'arrondissement qui me concerne, essaye de nous amener à réaliser que la sécurité vraie et durable passe par la sécurité individuelle et collective. Donc nous devons nous impliquer, nous devons faire quelque chose, nous devons nous intéresser à ce qui se passe autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est maman qu'on va égorger, demain, ça sera le voisin. Un peu comme les images qu'on a là directement proposées par Collins. Donc, ces enfants, malheureusement pour nous, ce sont nos enfants. Ce ne sont pas des enfants qu'on a recrutés ailleurs, qu'on a fait venir des pays voisins, forcément. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans la dérive par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Mais ici, au Cameroun, la majorité des enfants sont nos enfants. Donc, contrairement à l'honorable qui vient de prendre la parole du PCRN, moi, je dirais que tout commence par la maison. Et puisque tout commence par la maison, il y a... Tout commence par la maison. Et à la maison, il y a rupture. Vous savez, j'ai eu à participer à des débats des parents adoptifs qui ont adopté les enfants, juridiquement parlant, ou alors juste par le fait de la solidarité familiale, on vous envoie des enfants. Et beaucoup de gens disent... Oh, vous savez, je donne tout à cet enfant. Je lui achète les cahiers. Je lui donne à manger. Mais je ne comprends pas pourquoi cet enfant est comme ça. Tu touches cet enfant, tu lui parles, tu le caresses, tu l'écoutes, tu lui demandes comment il se sent. Non. Donc l'éducation n'est pas seulement le fait de combler les besoins primaires d'un enfant,
Mais l'éducation, c'est aussi donner de la sécurité affective à un enfant. Et beaucoup de parents sont défaillants. Pourquoi? Certainement parce qu'ils sont pris par d'autres préoccupations. Hein, je ne leur fais pas un procès ridicule. Là, si on prend le cas de l'enfant qui a ôté la vie à sa mère. Voilà. Sa mère a tout donné. Il était à l'ENAM, il avait tout ce qu'il fallait comme un garçon. Oui. Mais lui-même ne sait pas ce qui, d'après son témoignage à lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. On va donc revenir à des choses plus graves. Premièrement, on n'a pas écouté cet enfant au fond. Deuxièmement, on n'a pas écouté les parents au fond. Quand on veut faire de l'écoute psychologique, on se donne du temps pour véritablement écouter les blessures et les bobos qu'il y a. Mais je ne veux pas m'attarder à cela. Je voudrais qu'on réalise aussi que le monde entier est logé à la même enseigne. Actuellement, je vois le gouvernement français en train de se battre contre les cartels dans le sud de la France, etc. Des jeunes enfants qu'on recrute pour piloter même depuis la prison. Voilà. Donc, pour moi, je pense que pour ce que disent les chrétiens, c'est que aussi Satan s'en est déjà mêlé. Même le diable s'est déjà mêlé aussi de tout cela. Mais nous n'allons pas demander au bon Dieu. Le bon Dieu a son temps. Il a dit qu'il va revenir pour remettre de l'ordre. Mais en attendant, nous tous qui faisons partie de la chaîne éducative, nous devons, nous sentir concernés et responsables, et maintenant, mettre en place des plans d'action pour rattraper ce que nous pouvons rattraper. Et il y a ce message pour vous, professeur. Bonsoir, je suis en direct, c'est Gaëlle Panam qui nous regarde. Il faut demander à la dame qui accuse l'école qu'elle nous parle du cas du garçon de l'ENAM. Dans ce cas, moi je pense que c'est la corruption, l'impunité de notre société aujourd'hui. On arrête un enfant qui vole, le lendemain il sort et il se retrouve dans une autre ville. Je crois que le système doit être un peu plus rude au point de faire peur. D'un autre côté, l'abandon des parents, beaucoup trop de mères célibataires, beaucoup trop de jeunes sont parents alors qu'eux-mêmes sont encore enfants. Impossible d'éduquer les enfants. Vous qui êtes psychosociologue. Oui, deux choses. D'abord, je m'en veux d'entendre de propos tout à l'heure d'avoir dit que partout c'est pareil. Je m'en veux parce que l'honorable député a rebondi là-dessus pour dire ailleurs que ça se passe pas. Non, ça ne se passe pas pareil partout. Il y a de la violence être partout, mais ne nous cachons pas. Je veux dire, hein, je veux pas dire que c'est pas ça, mais je dis, vous les députés, ne vous cachez pas derrière ce genre de propos que nous, experts, même si vous êtes aussi experts, même nous experts pouvons dire, c'est ça, mais vous députés, ne nous dites pas que... Où est le pays où ça ne se passe pas comme ça? Non, ce n'est pas... partout ça se passe pareil, mais ne vous cachez pas. Ne nous cachons pas. Je suis d'accord. Ne nous cachons pas là-dessus. Ne nous cachons pas là-dessus pour dire, comme ça se passe partout pareil, allons-y, allons dormir. Non, on ne doit pas dormir. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, deuxièmement, le message qui vient de venir est très intéressant. Et, en fait, c'est un regard exhaustif de la situation. Malheureusement, nous n'avons pas ce message devant nous. On aurait pu bien l'exploiter élément par élément. Je crois qu'il pose un diagnostic assez vaste d'un certain nombre de problématiques. Oui, ça va comme ça dans tous les... Je dis, lorsque je reçois en cabinet quelqu'un qui vient comme celui qui a posé un acte d'énervement, comment je procède? Parce que je ne vais pas, ici, je vais expliquer l'acte. Pour expliquer son acte, c'est différent de justifier l'acte. Expliquer l'acte, c'est-à-dire, c'est répondre à la question comment en est-il arrivé là? C'est poser le problème plus généralement, comment les gens en arrivent là? Comment les jeunes en arrivent là? Et ça me fait donc retrouver l'honorable député qui disait que l'école. Je dis non, vous ne pouvez pas prendre une affaire. Quand je procède par ce qu'on appelle une anamnèse, l'anamnèse est un processus par lequel je reconstitue l'histoire psychologique et affective d'un individu. Mais madame, je vais jusqu'à la naissance. Je ne voudrais pas qu'on fasse ici... Ils sont mal nés, ces enfants-là? Oui, je ne veux pas qu'on fasse ici, qu'on rentre dans un amphithéâtre pour faire un psychologisme psychologisant en essayant de démontrer des thèses difficiles à démontrer. Mais je vous dis par exemple que la relation que l'enfant a avec le téton mammaire de sa mère peut déterminer amplement ce qu'il devient violent ou non ultérieurement.
Mais pourquoi comprendre le discours? Comment comprendre le discours que j'ai tout donné à cet enfant? Au point de le mettre, il a un statut social acceptable, mais c'est cet enfant-là qui décide de venir couper la tête de sa mère. Le j'ai tout donné à cet enfant. Ça commence où, à quel moment est-ce qu'il a tout donné? Et est-ce que ce qu'il a donné à l'enfant, il l'a bien donné? Il y a des phénomènes qu'on appelle un surinvestissement affectif. Le fait justement de tout donner à un enfant qui se retourne plutôt contre la possibilité pour cet enfant, les normes de socialisation et le fait qu'il ne sache pas qu'il y a une loi qui lui interdit de faire certaines choses et pas d'autres. Justement parce qu'à un moment donné, tout lui a été donné et rien ne lui a été interdit. Vous comprenez? C'est plus complexe que ça. C'est pourquoi je dis, pour qu'on comprenne mieux le phénomène de violence, on doit prendre le phénomène sur la base de ce qui se passe dans les maisons, au départ même de la naissance des enfants. Et les parents violents dans les maisons, la reproduction. Dans quelles conditions les enfants naissent, comment ils sont élevés, comment ils grandissent. Et il y en a même qui sont des violents nés. Est-ce que vous le savez? Nous n'allons pas rentrer chez Lombroso et Darwin et les autres pour démontrer qu'il y a des enfants violents qui naissent violents. Et ça, dans les tribunaux, on le montre, ceux qui sont avocats le savent. C'est-à-dire que dans les tribunaux, on démontre qu'il y a des enfants qui, à la naissance... Mais les gènes de violence. Ils portent en lui des gènes de violence. Il y en a qui le deviennent par la suite en raison de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais il y a des violences instantanées qui sont simplement dues à un concours de circonstances, c'est-à-dire des individus non violents du tout, mais un ensemble d'événements à court, à un moment donné et précisément, et puis ils posent un acte extrêmement violent, tel que les gens de droit vont dire prémédité ou non prémédité. Ça, c'est leur histoire. Mais je dis, pour comprendre le phénomène de violence, commençons dans ce qu'on appelle, dans ce que Georges Brassens disait, les amoureux des bancs publics, pour ceux qui se rappellent. Oui, les amoureux des quand les amoureux sont sur les bancs publics, quand ils se bécotent, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent le prénom de leur premier bébé. Et à travers le prénom de leur premier bébé, il y a tout un projet. Vous voyez, il y a tout un projet dans le prénom de ce bébé qui peut être une déception ou un comble, où le parent est tout simplement comblé. Et comment il va se comporter vis-à-vis de ça? On va évoluer là, on va voir quand l'enfant est né, comment est-ce qu'on l'entoure. Puis après, on l'envoie à l'école. L'école assure simplement un relais d'une éducation au plan comportemental qui est largement commencée au niveau de la structure familiale. Et je ne dédouane pas les enseignants. Vous savez, chaque fois que je suis ici, j'ai toujours dit, s'il y a échec, et si les enfants deviennent violents, c'est comme si les gens étaient malades, parce que c'est le concept qu'elle a utilisé. Les gens étaient malades, ils allaient à l'hôpital et les médecins ne parviennent pas à les soigner. Ils disent, c'est parce qu'au quartier, à la maison, on a laissé qu'ils tombent malades. C'est pourquoi nous, on n'est pas capable de les soigner ici maintenant. Voilà ce qu'on ne peut pas. Et dans la continuité, il y a cette remarque aussi, le fait d'avoir des enfants qu'on n'arrive plus à contrôler, parce qu'il y a beaucoup plus de mères célibataires, il y a beaucoup plus, comme le dit Gaël Panam, notre téléspectateur qui nous regarde, parce qu'il y a beaucoup de PND sur les actes de naissance et ça frustre les enfants. Et à un certain moment, sans se contrôler, se mettre à la consommation de la drogue, devient de plus en plus violent. Oui, effectivement, j'ai dit ici que nous sommes face à une société qui est malade. Et ça fait partie des maladies de l'esprit. Une société qui n'arrive pas à soigner ce domaine-là ne peut pas avoir des enfants qui ont toute leur tête. Malgré le fait que cet enfant a été à l'ENAM, malgré le fait qu'il avait un confort matériel, il a quand même tué sa maman. Donc, je dis ici encore que nous sommes là face à une société qui ne prend pas encore en compte l'aspect spirituel dans l'éducation des enfants. Donc, quand l'aspect spirituel, entre autres, il y a cette éducation de l'âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est trop facile de mettre Dieu dans... Si on ne met pas Dieu dans l'éducation, dans l'encadrement de l'être humain, ça veut dire que nous sommes en train de former un être à moitié. Parce que si on considère qu'il y a les maladies de l'âme, si on considère qu'il y a l'anxiété, il y a la phléphobie, il y a les troubles de comportement, on peut se dire qu'à un certain moment, beaucoup de nos jeunes peuvent être victimes d'une certaine possession et ils se mettent à faire
Mais pourquoi passer d'abord à la société et ne pas penser à la cellule familiale qui donne quand même le temps? C'est la cellule familiale qui donne le temps. Il y a des enfants qui sont complexés aujourd'hui, qui sont mal dans leur être à cause des problèmes de famille. Vous savez, et quand on dit qu'il y a une société qui a beaucoup de mères célibataires, c'est une société normale qui connaît ce qu'on appelle le socle familial doit être une société assez équilibrée. Et quand on a une société où la moitié plus de la moitié de femmes n'ont pas ce socle social, vous pensez que l'encadrement des enfants sera assuré comment? Quel modèle familial est-ce que ces enfants-là ont? Ce sont des enfants qui sont psychologiquement... Comme il y a les mères célibataires qui dépassent aussi les femmes qui sont en mariage avec les hommes et qui éduquent très bien les enfants, contrairement à ceux qui sont avec papa et maman dans la maison. Je suis en train de dire ceci. Il ne s'agit pas ici du confort matériel uniquement. Il y a un aspect fondamental qui est l'âme de l'enfant qui doit être bâti. Et c'est bâti autour d'un environnement assez serein, autour d'un socle familial, autour d'une culture spirituelle qui dépend des sociétés. Quelqu'un a dit maintenant, c'est ça de quel Dieu? Je dis que la culture spirituelle, je ne parle pas de Dieu de quelqu'un ici. Chaque famille, chaque tribu, chaque zone a un socle. Et ce socle spirituel est bâti autour de la famille. C'est ce que je suis en train de dire. Et que c'est ça qui est un problème. Nous n'avons pas ce repère. On est un peu perdu. Et c'est le rôle. Parce que je dis encore ceci, l'État a un grand rôle à jouer. L'école a un grand rôle à jouer. Vous voulez ou vous voulez pas, on va se le dire. Parce que l'éducation est censée être inculquée par des maillons, par des enseignants. Et ça commence, même si à la maison, et tout n'est pas fait, il faudrait que ce vide soit comblé quand les enfants... Chacun a son rôle, on ne comble pas un vide. Voilà. Hein? Chacun joue son rôle, juste. C'est vrai, chacun joue son rôle. Mais l'État qui oriente tout doit aussi mettre des structures d'encadrement des jeunes dans ce cas-là. Marlise, aujourd'hui, il y a la drogue partout. On vend la drogue comme si on vendait du pain. Et c'est ça aussi qui serait à l'origine de ce comportement, de cette recrudescence des crimes et des violences dans notre société. Parce que tous ces enfants-là qu'on a récupérés étaient dans des états seconds. Oui, parce que les enfants sont fragiles. Et ils sont des victimes faciles pour les dealers. Vous savez, j'aime bien le rappeler pour la compréhension de tous. Pour qu'on bâtisse une âme, comme elle disait, il y a un minimum. Tu connais bien les différents topics des psychanalystes. On sait tous que ce qui fait notre essence, c'est pour que le moi, ce que je suis, soit fort, il faut que le surmoi soit bâti. Parce que le ça, ce qu'on appelle le ça, c'est la poubelle qui fait... Là-dedans, on trouve quoi? Toutes les pulsions, toutes les envies que nous avons. On dit va voler, va tuer, etc. Le ça te permet d'exprimer tout cela. Mais le surmoi, lui, c'est le gardien. Parce qu'il est bâti de quoi? Il est bâti de la loi intériorisée. C'est-à-dire tous les interdits, toute la morale, toute l'éthique qu'on t'a inculquée depuis le bas âge jusqu'au... Alors, quand le surmoi est lâche, il laisse passer la poubelle. Et l'enfant, donc, dans son expression normale, trouve des choses faisables. Pourquoi pas? Et quand on a donc ce type d'enfant, les dealers ont du pain béni. Parce que ces enfants vont chercher cette drogue. Pourquoi? Pour se sentir. Hein? Ils sont forts, ils sont ceci, ils peuvent aller prendre... j'étais dans le bureau de monsieur le sous-préfet qui me dit, honorable, vraiment moi-même j'étais impressionné ici. Quand vous voyez les portables de ces enfants, voici mon portable à moi, il m'a montré son portable. Comme maintenant, c'est les iPhone 6 sont là-dessus. Il me dit, mais c'est des téléphones de 700 000 francs. 1 500 000 Alors, ces enfants, quand ils ont ces objets, ils croient qu'ils sont des gens. Et ils courent après ces rêves qui n'ont rien à voir.
Avant, dans la société traditionnelle, qu'est-ce qu'il y avait? Les enfants avaient non seulement tout ce cocon affectif qui leur donnait de l'étoffe. On a 6 ans, on va jouer au ballon, on revient, on tète le sein, maman prend, grand-mère, le sein, la grand-mère aussi donne le macabre brûlé là et te dit comment tu es beau, etc. Après, tu t'en vas courir avec les enfants de ta classe d'âge. Vous grandissez comme ça et là-bas, vous avez donc des anciens, des plus âgés qui vous aident à devenir des garçons ou alors autour de la maman des filles. Aujourd'hui, c'est des familles unicellulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire papa, maman et les enfants. Vous êtes enfermés dans un appartement. Quand vous n'êtes pas là, qui prend le relais? Ou bien quand on est même là, chacun sur son téléphone. Chacun sur son téléphone, mais déjà, on a passé toute la journée dehors, etc. Donc, moi, je me dis que ce sont des sujets graves qui mettent à nu notre incapacité collective à bâtir des sociétés viables. Mais rien n'est perdu, il disait tantôt, mais alors, une fois qu'on a constaté ça, on doit baisser les bras. Sauf mais que non. de plus en plus, la tranche d'âge inquiète aussi, professeur Maurice Somo. Vous avez des enfants qu'on a rattrapés sur l'axe de Nkonsamba-Douala avec le corps d'un être humain déchiqueté. Et ces enfants ont à peine 25 ans, à peine. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On est concentré sur les études, on est concentré sur son avenir, mais vous avez des enfants qui font un travail. L'argent facile. On se pose bien la question, pourquoi cette tranche d'âge de plus en plus dans des crimes et dans l'insécurité même, parce que même les microbes attrapés par le gouverneur, là, ce sont des enfants qui ont à peine 20 ans. Oui. C'est vrai que on va toujours dire on a tendance à revenir à l'époque ancienne, mais en réalité, souvent, quand on prenait un assassin, la curiosité, c'est qu'il n'y avait pas de curiosité, parce que c'est des vieilles personnes, c'est des personnes en fait d'un certain âge, c'était des grands garçons, des gaillards et tout cela. Aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que l'âge de ces enfants régresse. Alors, c'est une étude qui doit être menée, sérieusement menée. Pourquoi aujourd'hui les enfants deviennent très prématurément ou très précocement, selon qu'on veut, des criminels. Ils deviennent des criminels, ils deviennent violents. Pourquoi cela se passe ainsi? Est-ce que c'est parce que au sein de familles, il y a une responsabilisation active des enfants dans les maisons? Ou est-ce que dans les maisons, on peut penser que très tôt, les parents ont démissionné, comme elle disait, de leurs responsabilités? J'ai beaucoup aimé la thèse psychanalytique de Freud qu'elle a ramenée, celle des différentes instances de la personnalité, en fait, qui explique vraiment tout sur la violence. Lorsque vous avez saisi cette théorie, eh bien, vous avez compris qu'à un moment donné, même le problème de la jeunesse des bourreaux que nous avons aujourd'hui, ça, on se l'explique. Parce que la construction de ce qu'elle a appelé le surmoi aujourd'hui, c'est-à-dire que de l'ensemble des normes et des lois que l'individu intègre ou intériorise, n'est-ce pas, est un processus qui doit arriver à maturité à un certain âge. Et dès qu'il atteint cet âge, en fait, c'est l'âge pour lequel l'enfant doit être laissé en liberté, sachant qu'il a déjà... armé. Or, aujourd'hui, très tôt, n'est-ce pas, on libère l'enfant, et c'est-à-dire qu'on croit qu'on a maturé suffisamment ces normes, et on le laisse donc dans la vie, et on lui fait goûter à des choses qu'on dit, c'est des choses des grands. Vous comprenez? Il devient plus gourmand que tout le monde. Un jeune m'a posé une question très embarrassante l'autre jour. Il sortait de la veillée d'un de ses amis qui était décédé, et puis il me dit, monsieur, je ne sais pas pourquoi il meurt beaucoup de jeunes comme ça en ce moment. Pourquoi beaucoup de jeunes décèdent en ce moment? Ça, c'est quelque chose. Je dis, mais oui, c'est normal. Lorsque vous êtes chez vous, votre parent dort à la maison, mais vous êtes dehors. Il y a des choses que lui, il voit et que vous n'avez pas raison de voir. Il y a des choses qu'on voit à un certain âge et vous êtes pressé de voir ces choses à un certain âge parce que la télévision est arrivée, parce que le modernisme, Internet est là et tout.
Et du coup, par exemple, vous goûtez à la femme trop tôt. Or, quand vous goûtez à la femme trop tôt, il y a beaucoup de choses. C'est un mais? Faut qu'on goûte? Voilà c'est une pourquoi. parenthèse. Voilà pourquoi. C'était une parenthèse. Bon, ok. Allez-y. Il y a donc des jeunes qui connaissent la femme assez tôt, peut-être un peu trop tôt. Oui, Et puis, il y a prématurément. des effets induits, c'est-à-dire que vous passez dans la rue, vous trouvez, vous avez parlé de portable et tout, qui donne la sensation d'être grand, mais vous passez dans la rue, vous trouvez un jeune de 15 ans qui se balade avec une fille sur son aisselle, au vu et au su de tout le monde, vous ne pouvez pas lui dire qu'il est différent de vous. C'est-à-dire, du coup, il se sent suffisamment fort et suffisamment capable de faire un certain nombre de choses que les aînés veulent faire. Et par exemple, lorsqu'il va aller vers la recherche de la satisfaction de cette personne, ce que des personnes âgées savent, c'est comment moi, à mon âge, je sais tricher entre mes avoirs et tout pour avoir des moyens d'entretenir ma deuxième épouse qui est dehors. J'espère que ma femme ne regarde pas la télé. Alors, Elle regarde. Il faut pas aller dehors. donc, alors, je sais pas, mais sauf que le jeune, lui, comme il ne peut pas le faire, il va recourir à toutes les méthodes possibles pour s'offrir le meilleur portable, pour s'offrir la meilleure copine, ainsi de suite. Donc, au-delà de l'aspect psychologique que nous avons évoqué, il y a l'aspect contextuel, et qui en réalité, là où je suis d'accord avec madame, c'est-à-dire que dans la société, nous, on a lâché trop vite les enfants et en leur donnant l'impression ou l'illusion qu'ils sont déjà On copie un peu trop grands. l'Europe, parce qu'ici on vous dit que non, on est majeur, et sûr. puis ça se passe un peu. Mais bien sûr, il est déjà majeur, il peut déjà, mais bon, la conséquence logique, c'est ça. D'accord. Et on accuse les affaires sociales de rester muets face à cette décrépitude-là du mental de nos jeunes aujourd'hui. Vous êtes d'avis, tel que le mentionnent les téléspectateurs qui nous écrivent, merci de réagir sur la thématique via notre page. Disons qu'avant d'accuser qui que ce soit, surtout les affaires sociales, je tiens à rappeler que le modèle de l'homme qu'on veut avoir dans une société est défini par la société elle-même. Donc, j'ai toujours dit que la société, ça veut dire l'État définit le type d'homme qu'il souhaite avoir dans son pays. C'est en fonction du type d'homme qu'on définit les programmes scolaires. C'est en fonction du type d'homme qu'on définit les contenus de tous les enseignements et tous les encadrements à partir même de ce qu'on doit faire voir, même si c'est au niveau de Internet. Nous avons une société qui a défini un certain type de personnes. Et les jeunes s'identifient à ces personnes. Nous avons une société qui a laissé le libertinage régner, qui a laissé... Aujourd'hui, on célèbre les influenceurs et les influenceuses. Voilà. Donc, les jeunes s'identifient à cela. Et je reviens ici pour dire encore que gouverner, c'est ça, définir le type de jeunes que nous voulons. Parce que nous ne parlons pas des crimes faits par des gens de 40 ans, 50, 60 ans. On est en train de parler des jeunes de moins de 20 ans. Et les jeunes de moins de 20 ans sont censés être à l'école. Avant 20 ans, on est au lycée. Donc, après 20 ans, on parle d'université haute, on peut comprendre. Mais nous sommes en train de parler d'enfants qui sont censés être encore en classe de seconde, première et terminale. Et on ne peut pas parler de ces enfants sans parler du modèle que nous, le gouvernement, nous avons inculqué à ces jeunes. Quel est le modèle de jeunes qu'on a produit dans nos systèmes? Ces jeunes-là qui admirent les influenceurs à longueur de journée avec des téléphones. Ces jeunes-là qui admirent des gens qui ont de la vie facile et qui exhibent. Donc, nous sommes pleinement responsables. D'autres sociétés prennent la peine d'encadrer la jeunesse sur ce plan-là. Vous n'allez pas me dire que les réseaux sociaux sont incontrôlables. Moi, je vais vous dire non, il y a des sociétés qui contrôlent très bien les réseaux sociaux. En Chine, au Japon, on contrôle ça très bien. Et quand on regarde le système éducatif, par exemple, des Chinois et des Japonais, les enfants sont dans un cocon jusqu'à un certain âge. On fait d'eux le modèle de personnes qu'on veut voir. Après, on les libère pour qu'ils soient utiles à la société. Lorsqu'on laisse les enfants dans le libertinage, les enfants de 8 ans font comme ils veulent, ils regardent les autres. Il y a des gens qui filment même souvent des scènes bizarres. Ils publient des enfants à la maison. Mais je demande souvent qui filment même ça. Quand vous regardez un parent, c'est des parents qui filment 2 enfants, peut-être de 6 ans, qui font des bisous. Ils font des bisous et ils publient. Je me demande, celui qui filme ça, il pense à quoi? Nous sommes dans un système en crise d'éducation. Et c'est ça le fondamental. Nous devons redéfinir le type d'être humain que nous voulons
dans notre société. D'accord. Et mettre les enfants dans un cocon d'éducation jusqu'à un certain âge. Après, on les libère et ils sont plus utiles. On ne dit pas qu'après, il n'y aura pas d'assassins. Parce que les jeunes, mais il y aura moins de dégâts que maintenant. D'accord. C'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, vous avez le service social. Le service social est à l'image de tous les services de ce pays, où le gouvernement a démissionné, où les budgets sont détournés, excusez-moi de le dire. Si les budgets affectés au service étaient réellement là pour que les services sociaux puissent s'occuper, ne serait-ce que des petits cas. Et quand tu vas au service, dans les bureaux de ces gens, ils n'ont jamais l'argent, même pour se déplacer, même pour faire quelque chose. C'est comme si ces services ne servent même à rien. Tu viens avec un problème, même pour prendre en charge, ils n'arrivent pas. Donc, je dis encore que si les budgets affectés dans les services ne peuvent pas aider les populations, ça veut dire que ces budgets vont quelque part. Bon, pourquoi nous pouvons donc parler d'eux? Moi, je ne vais pas accuser les gens personnellement. J'accuse le système. J'accuse la chaîne. La chaîne qui est un échec pour notre société. La chaîne qui est en train de nous amener dans les bas-fonds, dans les tréfonds de l'enfer. Parce que si moi, je suis dans un contexte où j'ai peur même de mes propres enfants, où j'ai peur de mes élèves quand je suis en classe, ça veut dire que je suis en insécurité à la société des enfants. Nous sommes dans un système qui a échoué, madame. Excusez-moi de le dire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc pour sauver ce qui a sauvé, puisqu'on nous parle ici de Vicenzo qui nous dit trop de laisser pour compte et de frustrer dans la société actuellement. La société est malade, il faut faire ce constat-là, ce sera le début d'un diagnostic. Est-ce qu'il y a possibilité de réduire, de rattraper quelque chose actuellement, parce que ça va de mal en pire chaque jour. Il ne se passe pas un seul jour sans que la une du journal au Cameroun, c'est vrai qu'on ne parle pas des autres pays, mais au Cameroun, ces derniers temps, il a ôté la vie à sa mère. On a retrouvé le corps d'une jeune fille dans un sac. Il a étouffé sa maman. Les microbes, l'insécurité sont des enfants drogués, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des pistes? Bon, l'insécurité en général n'est pas que l'insécurité de la délinquance juvénile. Celle qui nous intéresse apparemment ce soir, nous avons choisi de parler de cette délinquance juvénile. Mais je voudrais qu'on se dise les choses froidement. Les parents doivent se ressaisir. Ils sont au chômage, ils se débrouillent au quartier, ils se débrouillent dans les marchés, qu'ils se ressaisissent parce que les enfants sont leur bien. Le bien que Dieu leur a donné. Le meilleur lycée de la ville de Douala, c'est le lycée de Bépanda. Je savais qu'on devait revenir là-dessus. Oui, je ne pense pas que sur le plan socio-économique, les parents de ce lycée soient des bobos, comme disent les enfants. D'accord? L'un des lycées en difficulté dans la ville de Douala, c'est le lycée Mongo. Alors, quand on voit ces deux lycées, on est obligé de se dire que quand les parents se mêlent de l'éducation et assument leur part de responsabilité dans la chaîne éducative, les choses se passent mieux. Et c'est ce qu'on demande aux parents. Parce que quand on insiste trop sur le système, les parents oublient de se ressaisir et ils oublient qu'ils ont un rôle à jouer et ils mettent tout, le système, le ceci, ok. Le gouvernement du Cameroun, à travers les différents départements ministériels, surtout ceux qui encadrent la jeunesse, ont divers programmes à l'attention ou à l'intention des jeunes. Beaucoup de jeunes, je le sais parce que j'ai été député et membre de la commission parlementaire jeunesse, éducation et formation professionnelle. Donc j'ai côtoyé, parce que moi je suis un député de terrain, j'ai côtoyé suffisamment toutes ces sectorielles et j'ai compris qu'il y a des tas et des tas de choses qu'on peut faire. Mais les enfants ne savent même pas où se trouvent les délégations départementales. Tu demandes à un enfant où se trouve le département. Demande-lui le dernier Congossa sur Facebook, il va te dire. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons donc faire? C'est faire en sorte, et ça c'est le programme de monsieur le préfet, faire en sorte que, premièrement,
ces sectoriels descendent dans les quartiers. Pour déjà dire à ceux qui ont entre 15 et 25 ans ce qui est prévu pour eux, pour les aider à sortir des difficultés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a les 8-14 ans qui sont déscolarisés, qui ne vont plus à l'école. Ça existe dans tous nos quartiers. Hein. Et ils sont déjà des clients potentiels des dealers. Là aussi, monsieur le préfet est en train de mettre en place des solutions pérennes pour l'éducation durable. Parce que sanctionner, c'est une chose. Sensibiliser, c'est une chose. Mais à côté de cela, il faut accompagner. Oui, il faut aussi que certaines autorités qui sont derrière la circulation des drogues puissent aussi arrêter parce que ça fait partie de la destruction de cette jeunesse-là. Je pense que c'est connu. Les ripoux, il y en a dans toutes les polices du monde. Hein? Des gens qui j'allais dire, pactisent avec, le diable. avec les vendeurs de drogue, ça existe. Mais l'essentiel, c'est que l'action éthique, l'action morale et l'action régalienne soient plus fortes que ces ripoux. D'accord. Voilà. Il y a Robert Cotto qui dit je suis en direct de votre émission. Pour moi, il faut remettre la leçon morale à l'école jusqu'en terminale. Ça pourrait réduire ce qui se passe là. Vous qui êtes professeur. Bon, deux choses. Elle a posé, l'honorable député a posé le problème de... elle a posé un problème relatif à la crise de l'éducation. Bon, je suis d'accord avec elle. Je voulais qu'elle aille un peu plus loin. Au lieu de parler plus généralement de la crise de l'éducation, mettre le doigt sur ce qu'on appelle la production des modèles identificatoires. C'est-à-dire que notre éducation manque de modèles identificatoires. C'est-à-dire que des personnes sur la base desquelles nos jeunes s'identifient. Mais quand on prend ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, on prend les grandes marques se retrouvent en train de présenter ces gens comme des modèles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qui est-ce qu'on devrait valoriser dans notre société et à qui doivent s'identifier notre jeunesse. C'est ces modèles-là qui devraient être produits systématiquement en accordant la valeur à celui qui a fait de bonnes études, qui a réalisé de bonnes choses, qui a fait de grandes découvertes, en lieu et place de celui qui s'est tourné les reins, par exemple. Qui présente les biais où il n'y a pas de traçabilité. Voilà. C'est-à-dire il y a ça. Donc, l'éducation à ce niveau, c'est un problème de modèle identificatoire. Quand j'ai dit cela, je reviens au propos de l'honorable député, enfin, je n'ai que des députés devant moi, c'est Marie. Non, je viens à Marie. Oui, allez-y. Quel honneur. Non. Je crois que je suis en train de rédiger actuellement ce que j'appelle des monographies de l'éducation. Et je suis en première saison. Je vous assure que je suis à près de 200 pages sur un certain nombre de thématiques en rapport avec l'éducation. Quelle est la particularité de ce que je suis en train de faire? Tout part du constat que je fais, justement, ce que vous dites, que nos parents qui sont en charge des jeunes ne sont pas eux-mêmes éduqués. Pourquoi ils ne sont pas éduqués? Parce qu'en réalité, il n'y a pas une documentation, il n'y a pas un environnement, il n'y a pas un contexte, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous avez des jeunes parents qui font un enfant, mais qu'ils doivent éduquer. Le gars, lui, la dame, elle est femme au foyer, elle n'est pas allée plus loin que son CEP. Bon, le monsieur, lui, Mais qui a fabriqué tous les intellectuels qui existent dans notre pays? Ce sont les ménagères. Depuis 50 ans. Voilà, ce sont ces ménagères. Ce sont les ménagères. Bon, maintenant, mais elles ont perdu les valeurs. Maintenant, effectivement, c'est-à-dire que nous sommes là, elles ont effectivement perdu les valeurs, et il y a des parents, hommes, qui en réalité n'ont pas le bagage nécessaire, dans la connaissance nécessaire, sur un certain nombre d'attitudes élémentaires qu'ils devraient avoir dans le cadre de leur responsabilité de parents. Dans ce cas, que voulez-vous, par exemple, qu'un parent qui veut parler de quelque chose dont il ne sait pas le nom, qu'il dise autrement ou qu'il sache qu'il ne devrait pas le dire devant l'enfant, s'il ne sait pas qu'il ne doit pas le dire devant l'enfant. On vous dit qu'il y a aussi des pervers narcissiques qui fabriquent des monstres dans la maison. Hein. Vous avez des visages d'anges dehors, à la maison des pervers narcissiques qui reproduisent. Je suggère, madame, dans l'action que vous engagez avec le prophète, que nous soyons intégrés dans cette action.
Monsieur le préfet, il regarde. Nous soyons intégrés dans cette action pour apporter la touche éducative à la chose. C'est-à-dire que cet ouvrage, si vous voulez, ce manuel de jeux, parce que c'est light, comme on dit, des jeux avec un langage le plus simple possible. C'est-à-dire que qu'on laisse la science de côté, qu'on parle des choses les plus simples entre parents et qu'on mette ça un peu comme un livre de chevet pour un parent, parce que c'est illustré avec des images. À partir des images, qu'ils sachent que ça, on ne doit pas dire, ça, on doit dire comme ça, ça, on doit pas faire ça. Cette éducation à la parenté responsable peut être déterminant dans le cadre de la formation de nos enfants ou tout simplement dans le sens de redresser nos enfants, parce qu'au départ, dans la souche, il y a le verre. C'est ce verre qu'on doit extraire en éduquant au mieux les parents qui ont en charge des enfants. Honorable, une seule phrase. Oui, disons, la seule phrase assez intéressante ici, c'est qu'en parlant de livre de chevet, et je profite pour parler du seul et unique livre de chevet que moi je vous conseille, c'est Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu de l'honorable Cabral Libby, qui décrit... Ça concerne les enfants? Oui, bien sûr. Est-ce que ces jeunes-là trouveront véritablement? Bien entendu. Donc, si sur les différents plans d'action, si vous pouvez mettre au défi l'honorable Cabral Libby, en disant, je ne suis pas capable d'écrire un livre de chevet. Non, mais ça n'a rien à voir avec les capacités. Ça n'a rien à voir avec les capacités. Je suis en train de dire que consultez ce livre avant toute action. Parce que le soir, avec les actions du préfet, que je salue d'ailleurs, il est toujours important. Nous sommes une force de proposition assez importante. Ce que j'ai vu a des propositions assez intéressantes qui peuvent inspirer les actions sur le terrain. Et nous sommes ici pour que cela puisse impacter Cabral Libby n'est pas éducateur. Je parle du haut de mon pied. Il n'est pas éducateur. Quand je parle éducation, Cabral Libby c'était Cabral Libby est avant tout. Je prends le personnage politique. Je dis le personnage politique de Cabral Libby doit utiliser les éducateurs que nous sommes dans la structuration d'un ouvrage. Je vous conseille ce que j'ai vu. C'est fini, vous comprenez exactement qu'elle était en train de positionner un peu. C'est pourquoi j'ai dit c'est pas ça. Merci. Alors Marlise, il faut véritablement gérer cette problématique-là avec les postes de contrôle instaurés déjà partout dans la ville. Ça pourra gérer les problèmes de tout ce que l'on voit actuellement. Et nous apprendre à nous tous que le renseignement en temps opportun est fondamental pour nous protéger, et il faut qu'on se sente tous acteurs. Personne n'est honorable. Nous sommes tous fautifs. Et par exemple, j'ai vu votre maire et son commissaire se battre et tout. Quelque part, vous vous rendez bien compte que là, la morale administrative n'a pas été respectée. Parce qu'en réalité, quand arrive ce type de crise, on s'arrête, et puis on va ensemble dans un bureau discuter, mais pas se donner en spectacle devant les populations. D'accord. On va sortir avec des messages vraiment rapidement, si Collins nous accorde une minute seulement. Je ne suis pas d'accord avec ton invité qui présente des modèles de réussite scolaire comme des futurs référents, donc les futurs référents de réussite de la jeunesse. L'éducation ne garantit absolument pas la réussite d'un enfant. Il y a dans la société des millions de jeunes qui ont réussi au plan professionnel, au plan social et même au plan familial sans forcément être des réussites scolaires. La majorité de nos parents n'étaient forcément pas des réussites scolaires. Ça, c'est un message de Hans Precious qui nous regarde. Il y a rapidement, pour sortir des propositions, je propose une solution dure. Le préfet, qui est le garant de la sécurité des citoyens, doit se balader dans les quartiers pour lui-même débusquer les parents et les mauvais parents. Donc voilà, merci à vous. Il y a beaucoup de messages qui arrivent pour signifier que la thématique, il faudrait peut-être prolonger une autre fois. On va vous dire merci d'être venu sur le plateau, professeur Maurice Somo. Honorable Odile, merci de votre disponibilité et d'être venu, honorable. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Et il y a un téléspectateur d'avoir fait la connaissance de honorable. Oui, qui adore votre tenue traditionnelle. Elle est prête, ma tenue?
D'accord, ok, merci. Demain, c'est le match Cameroun-Kenya et Canada au cœur des grands rendez-vous sportifs. Vous aurez Mathieu Fangwa qui sera ici pour l'avant-plateau, le direct du match. On débriefera certainement après. On souhaite une bonne chance à nos Lions indomptables et surtout pour cette paix retrouvée entre le MINSEP et la FECAFOOT qui annonce pourquoi pas de très beaux résultats demain. Juste derrière le 19h50 de présentation d'Alain Gislain Kanga. Merci à toute l'équipe technique. Sans vous, je suis rien. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonsoir.